Salut les footeux, bienvenue dans les pieds carrés, retour pour ce début d'année 2026, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu, le podcast évidemment vous le connaissez, les génies de la tactique de comptoir qui refont le foot tous les 15 jours, épisode 9 aujourd'hui, la compo du jour avec Gaël Brunin à mes côtés, éminent journaliste sportif évidemment. C'est vrai. Adrien Mouchet, grand spécialiste de la RAL en grande partie, en tout cas des clubs louviérois, on va dire, et on est hyper ravis d'accueillir à propos de la RAL son attaquante vedette, j'ai envie de dire, c'est Charlotte Catinus. Salut Charlotte. Salut, enchantée, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça va, tout va bien ? Tout va bien pour moi, franchement. Alors, ça ne peut pas plus se passer. On a pensé à t'inviter évidemment au lendemain de ce match très important que Gaël a commenté ici pour nous à Antenne Centre. Alors pour les présentations, Charlotte a 24 ans. Bonne année déjà à tout le monde. Hein. On peut le dire jusqu'au 31 janvier. C'est juste. Donc c'est bon. Donc l'attaquante de la RAL, l'équipe la RAL Women pour qui ça se passe vraiment bien, cette perspective de Super League, elle se rapproche tout doucement, le pari peut être gagné, on va en discuter avec elle bien sûr, mais d'abord quelques questions flash. Charlotte, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot ? Alors moi c'est simple, je viens simplement d'une famille de footeux, que ce soit de mon grand-père jusqu'à mon frère, jusqu'à mes cousins, que du foot, et du côté de mon papa j'ai que des cousins, donc... repas de famille, c'était du foot. Quand on joue à quelque chose, c'était toujours du foot. Donc, pas trop le choix, j'ai envie de dire. Donc, tu es une mangeuse de foot, tu regardes du foot, c'est beaucoup ça, à la télé ? À l'heure actuelle, un peu moins. Mais avant, je regardais beaucoup de foot. J'allais voir beaucoup de matchs. Tous les week-ends, je vais voir mon frère. Et voilà. Supportrice de, je crois deviner. Supportrice du Real Madrid. Hein. D'ailleurs, à ce propos-là, on m'a obligé à mettre le maillot du Barça. Je suis pas forcément fan. C'est que tu l'avais quand même. Hein. Je l'avais dans mon armoire. C'est pour faire plaisir à notre collègue Nico qui m'a dit « Ah, j'ai vu un maillot du Real. Je ne savais pas qu'il y avait encore des supporters du Real. » M'a-t-il dit. Donc, voilà. Il faut savoir que Nico, c'est celui qui réalise parfois les émissions de Silvio. Donc, je pense que Silvio a eu peur d'un sabotage si jamais il ne mettait pas le maillot du Barça. Donc, t'imagines, j'avais une grosse pression. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais apte pour le haut niveau, Charlotte ? Grâce à un entraîneur, à un joueur, Non, joueuse. Honnêtement, je pense que c'est au début quand j'étais faire les tests au Standard de Liège. Donc au début, je jouais avec les garçons et je me posais pas forcément de questions. Après, une fois que je suis rentrée au Standard, là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et quelque chose à exploiter. Hein. Donc ton petit CV, c'est quoi ? Alors, avant la RAL ? Avant la RAL, donc moi j'étais jouée avec les garçons du coup un village près de chez moi qui s'appelle Fernelmont. Ensuite, j'ai été au Standard de Liège où j'ai commencé en D1. Puis au fur et à mesure des années, j'ai été en Super League. Donc, je suis restée 7 ans là-bas. Je suis ensuite passée 6 mois par Charleroi. Et là, ça fait 2 saisons que je suis à la RAL. Heureuse ? Très heureuse. De ce qui se passe ? Très, très heureuse. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Charlotte a déjà joué en Super League. Hein. C'était quelques mois avec Charleroi, hein, c'est ça ? C'est ça, et un peu avec le Standard aussi, bien sûr. Donc, je connais quand même le championnat un minimum. Et il a décidé de descendre de 2 étages pour rejoindre la RAL à l'époque. Donc, un choix courageux, mais qui va peut-être se révéler payant rapidement. Qui va être payant. Ça fait 6 mois qu'il nous dit que vous allez monter. Donc, on va en reparler d'ici quelques instants. Une idole, des modèles Hormis moi. Hein. J'allais justement dire toi, c'est fou. Non, mais je comprends. Non, je dirais... hors des gens connus, premièrement, je pense mon frère, parce que c'est quand même lui qui m'a beaucoup appris. Et sinon, sportivement, un peu cliché, mais Ronaldo. Hein. Voilà. Lequel de Ronaldo ? Attention, il y en a 2. Non, Cristiano, Real, toujours les Real. Elle est trop jeune pour le je le connais quand même, je le connais. C'est là que je vois que je vieillis tout doucement. Supportrice du Real, amatrice de Ronaldo, enfin... Le cliché. Rien qui va, quoi. Rien qui va. On va avoir l'occasion d'en reparler. On a parlé d'Mbappé aussi un petit peu. Oh non, le maquillage. T'as complété le tableau. D'ailleurs, tu ne le vois pas, t'as pas regardé le flocage. C'est le numéro d'Mbappé. Ce sera intéressant parce que lui est fan de Mbappé, lui pas du tout, moi entre les deux. Donc voilà. On aura l'occasion d'y revenir. On peut y revenir tout de suite d'ailleurs, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses de ce Mbappé, futur Ballon d'Or ? Enfin ? Alors, je pense qu'avec les stats qu'il est en train de nous apporter, je vois pas d'autre solution que ce soit pas lui. Après, c'est vrai qu'il reste quand même beaucoup de compétitions à gagner. Je pense que s'il les gagne toutes et qu'il preste à toute compétition, il n'y a pas de doute pour moi, mais bon. Ce qui me fait peur, c'est ce que je disais à Adri, s'il se blesse 3-4 mois par exemple, que devient le Real ? Parce que quand on voit ses stats... c'est pas un joueur qui est souvent blessé. Hein. Il a été un petit peu, mais c'est souvent sur de très, très courtes périodes de quelques semaines max.
Maintenant, voilà, comme je le disais aussi tantôt, chaque équipe a un ou deux joueurs stars et il faudra faire 100 s'ils se blessent, c'est tout. Bon, paquet de buts évidemment, mais les détracteurs disent ouais, il y a une douzaine de pénaltys là-dedans. Après, il faut les mettre. Aussi, penalty, hein. Faut les mettre. Oui, il faut les mettre. Non, moi sur le nombre de buts, j'ai rien à dire. Mais par contre, j'ai jamais trouvé que c'était un joueur très collectif. J'aime pas sa mentalité, j'aime pas sa panenka là pour regarder Brahim Diaz alors que le gars doit être au fond du trou. Je trouve que ce gars manque cruellement de classe, même s'il est hyper talentueux. Et même s'il empile les buts, mais c'est tout pour lui, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime pas. Comme tous les grands joueurs, quoi. Messi n'était pas comme ça. Et pour moi, Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Messi n'est pas comme ça. Pas comme tous les grands joueurs. Messi ne prenait pas tous les pénaltys, tous les coups francs, tous les corners. Non, il les donnait même à Suarez. Il faut dire la vérité en lisant non. souvent la presse espagnole. Depuis qu'il est arrivé, il y a un vestiaire quand même qui est vachement différent, puisqu'il prend de la place et ça a peut-être coûté la place à Xavi Alonso. C'est un excellent joueur, tout le monde le sait. C'est parce que, voilà. Mais niveau talent, c'est un magnifique. excellent joueur. Après, c'est vrai que je pense sur le plan collectif, c'est pas le meilleur qui soit. Même quand il était au PSG, on l'a bien vu. Je pense que c'est lui qui a apporté la plupart des problèmes. CR7 non plus, c'était pas un joueur collectif. Il râlait parfois quand un coéquipier lui prenait le but juste devant le pied. Donc, je suis fidèle à ma ligne. Pour être un grand joueur, surtout offensif, il faut un peu d'égoïsme aussi, je pense. Ouais. Allez, on termine avec le Real Madrid et on va passer Flavio qui est en régie avec le premier chapitre de l'émission, le chapitre Tout le monde en parle. Voilà, tout le monde en parle. On a un peu discuté ce matin avec Adri, parce qu'avec Gaël, on ne s'est jamais discuté. Là, ils sont à côté l'un de l'autre, mais c'est le seul moment où ils se côtoient. C'est lui qui doit toujours. On doit faire beaucoup d'efforts. Il doit toujours avoir raison. Tout ça, c'est pas évident. Et alors, Adri m'a donné l'idée de parler de ce mercato de janvier, puisqu'il a entendu quand même que ce mercato de janvier est un peu, je veux dire, chiant un petit peu pour les coachs, pour les clubs. Ça déstabilise, c'est une période où les clubs sont déstabilisés. Et Fred Taquin, d'ailleurs, était un peu agacé là-dessus. Alors, ça déstabilise les clubs, c'est vrai. Après, ça dépend quel club. Je pense pas que Pep Guardiola, Manchester City, pour l'instant, il est très déstabilisé. Par contre, ça fait plusieurs années que Fred, il nous dit que c'est la période qu'il aime le moins dans la saison, parce que c'est une période d'instabilité totale. Et il peut pas construire, en fait, son équipe comme il le voudrait. Il ne sait pas, le 1er janvier, il ne sait pas quelle équipe il aura le 1er février. Et lui, clairement, si on pouvait, je pense, supprimer ce mercato, ça lui irait bien. Maintenant, ça pose aussi un souci d'équité parce que pendant ce temps-là, il voit ses adversaires se renforcer. Et lui peut-être se faire piller. Donc, la question, c'est est-ce que soit on doit faire un mercato d'hiver beaucoup plus court, de 15 jours, parce que désolé, tu peux boucler un transfert, tu peux travailler avant le début du mercato pour le boucler. Et ainsi, les équipes sont stables dès la mi-janvier, ou est-ce qu'il faut supprimer ce mercato et que c'est au club de bien bosser durant l'été. On peut discuter sur la durée peut-être, mais moi j'irais même plus loin. Est-ce que c'est nécessaire en janvier? Parce qu'effectivement, au niveau équité, ça déséquilibre un petit peu les championnats parfois. Ouais, mais pour moi c'est un débat qui est vieux comme le mercato. Comme le mercato, c'est-à-dire que chaque année on se pose des questions, qu'on se pose la question une fois pour toutes, mais je veux dire, Fred Taquin, son avis sur ce coup-là, c'est pas que je n'en ai rien à faire, mais il est peut-être pas dans la meilleure position puisqu'ils n'ont pas d'argent à la râle. C'est une question de moyens. Enfin, je veux dire, le mercato a toujours existé à mi-saison. Tout le monde s'est toujours posé la question est-ce que ça fausse le championnat ou pas. Il faudrait une fois que tout le monde se mette d'accord là-dessus, mais on peut pas chaque année ou à chaque saison dire oui, c'est une période. On le sait, ça existe. Enfin, Chez les Women, il y a un mercato ici en janvier aussi. Oui, il peut en avoir un. Effectivement, après, je pense que c'est un peu plus rare chez les filles qu'il y ait des transferts ici mi-saison, que chez les garçons, c'est plus actif. Donc le noyau sera le même en commençant le championnat et en le terminant. C'est ça, pour notre part, en tout cas, cette saison, ce sera le même. Je pense pas qu'il va bouger, en tout cas, donc voilà. Alors, effectivement, toi qui suis la Première Ligue, quand on voit ce que City peut faire, par exemple... ils ont pris le meilleur joueur de Bournemouth et le meilleur joueur de Crystal Palace on en parlait avec hier, Semenyo et Gueye. Donc, pour l'instant, si je suis supporter d'Arsenal, je l'ai un peu mauvaise parce que sans doute que mon club a mieux travaillé durant l'intersaison et se retrouve finalement pénalisé parce qu'en face, il y a Manchester City qui a de l'argent, c'est vrai. Bon, là, il profite aussi des 6 derniers mois de contrat de Gueye et du fait que Semenyo avait une clause libératoire assez basse. Mais enfin, il faut quand même sortir les 100 millions quasiment. Et je l'aurais mauvaise de voir que peut-être le championnat, finalement, il ne se joue pas lors de la construction d'un noyau et du travail qu'il y a derrière, mais lorsqu'on sort les billets de banque au mois de janvier, donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai que Fred Taquin, pour le coup, tu disais que c'est un vieux débat, que chacun a son avis, mais ça fait plusieurs années qu'il dit quand même la même chose. Là, il y a des joueurs qui sont en train de se voir proposer des ponts d'or, c'est compliqué de les retenir, et surtout, je pense, après... C'est l'histoire du mercato. Oui, mais il y a toujours un peu de mauvaise foi, comme tu l'as dit tantôt, parce que je pense que si le 31 janvier, on lui propose un super coup,
il va sauter dessus et sera le premier à bénéficier du mercato oui, aussi. et puis n'oublions pas, Fred Taquin a son avis, mais n'oublions pas que ce sont les clubs qui vendent aussi. Et parfois, les directions sont bien contentes de vendre des joueurs, alors que l'entraîneur ne l'est pas. Donc, je comprends son point de vue d'entraîneur. Ce que je veux dire, par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit, construire un noyau pour une saison ou se recalibrer au mercato d'hiver, il est justement fait pour ça et tout le monde connaît les règles à la base. Il y a des équipes parfois qui disent on va peut-être moins investir en été pour mieux rééquilibrer. Donc, je veux dire, ça peut être une tactique aussi. Et Arsenal, si on regarde sur les 10 dernières saisons, je pense qu'ils ont dépensé plus que City. Donc, je veux dire, c'est pas non plus que c'est des pauvres qui passent. Arsenal peut franchement sortir des 100 millions aussi. Donc, ils sont moins dépensés. Donc voilà, je pense que pour Arsenal, en tout cas, ils peuvent pas trop la ramener et râler parce qu'ils ont autant de pognon. Donc, s'ils ont envie de relâcher quelques billets, ils peuvent. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le mercato sur 15 jours plutôt Oui, à la mi-janvier, on peut travailler. La formule du foot belge, elle n'avantage pas du tout la RAL parce qu'il ne restera plus que 5-6 matchs après le mois de. Après le mercato, avant les playoffs. Je trouve surtout qu'en mi-saison, un mercato de plus d'un mois, c'est très long, trop long. Ok, moi, ce qui me dérange au niveau mercato, c'est celui des entraîneurs en fait. Parce que là, ça fausse vraiment la compétition. On reprend ce qui s'est passé il y a 2-3 mois entre Charleroi, Gand, Bruges et compagnie. Donc les gars changent de poste quand ils veulent. Ils se retrouvent 2000 qui a joué en entraînant Gand, qui affrontait Charleroi une semaine plus tard. Voilà, là, je trouve que ça fausse vraiment la compétition, non ? Ouais, moi perso, je trouve ça un peu... pas injuste, mais je veux dire, pour moi, quand tu pars avec une équipe début de saison, ça devrait rester la même pour toute la saison, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs. Et ce qui est souvent triste, c'est que souvent des joueurs qui sont en train d'exploser début de saison, souvent ils ont beaucoup de contacts, on va dire de propositions, et après il faut les comprendre aussi, c'est normal qu'ils partent, mais je trouve que ça devrait même pas exister pour moi. Après, c'est un avis personnel. Moi je trouve que c'est plus problématique au niveau des coachs. Il devrait y avoir un mercato de coach, une période en tout cas, je trouve. Moi, j'allais dire, Charlotte, toi qui es comme dans une équipe qui a débuté la saison, qui est en tête, ça t'embêterait quand même de voir par exemple Brakel prendre 3 joueurs de Super League lors du mercato, non ? Bah oui, je trouverais ça un peu injuste parce que, comme je dis, pour moi, quand tu commences avec une équipe, il faut finir la saison avec une équipe. Après, ça a toujours été les règles du foot et malheureusement, je pense qu'on les changera jamais, peu importe qui on est. Donc, faut faire avec et c'est comme ça. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'autour de la table, on est tous d'accord sur le fond. Le problème, c'est qu'une fois qu'une règle est connue avant le début de la saison, faut jouer avec, on fait avec. Et ici, c'est depuis la nuit des temps. Donc, changer la règle aussi, toi. Voilà, mais donc, ok pour changer la règle, mais quand on commence une saison en connaissant cette règle et qu'elle est là depuis longtemps, on peut pas être surpris ou dire que oui, ça fausse, mais moi, depuis toujours. Un joker sur toute la saison pour pallier, par exemple, 2 gardiens qui se blesseraient ou 3 attaquants qui se blesseraient. Moi, je serais de l'avis de Charlotte. Tu fais un noyau, tu restes avec jusqu'au bout. Je trouve que ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, mais on sait que c'est pas le cas. Je pense que ça n'arrivera jamais. Je pense. Je pense non plus. Bon, mais il reste encore quelques jours de mercato, donc on verra ce qui se passera, parce qu'on sait que dans les derniers jours, souvent, il y a de grosses surprises. Entre autres, voilà pour le chapitre Tout le monde en parle, l'actu des clubs. Et évidemment, on va commencer par la RAL Women tout de suite. C'est parti. Allez, l'actu des clubs avec le match au sommet du week-end. Je disais tout à l'heure, Charlotte, témoin privilégié, Gaël Brunin, puisqu'il était là pour commenter le match. Match au sommet remporté face à Brakel, 2-1. Tu as marqué ? Non, j'ai pas marqué malheureusement. Okay. Mais j'ai des choses à dire sur elle quand même. Ça sent mauvais, Charlotte. De bonnes choses, non, justement pas. Donc voilà, les filles, donc, les Louves, comme on dit, sont leaders. 6 points de plus sur Anderlecht, plus 8 sur OHL, avec des matchs de moins, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais sur le niveau des filles actuellement ? De l'équipe en général. C'est une place méritée ? Alors, j'ai pas vu tous les matchs. Non, mais oui, de ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai vu samedi soir, pardon, très clairement, 15 minutes très compliquées où elles vous ont beaucoup agressé. Bon, on vous sentait pas vraiment dedans, mais une fois que la machine s'est mise en route, on sent que ça développe du beau football, on sent que ça joue intelligemment, on sent qu'il y a de la qualité technique, que physiquement elles sont là, qu'elles écoutent le coach. Brakel n'a plus existé une fois qu'elles se sont mises en route, donc oui, je suis assez séduit par ce que j'ai vu. Et pour revenir à Charlotte, elle n'a pas marqué, effectivement. Alors on pourrait dire on l'invite, c'est facile, je vais lui passer la brosse à reluire. Tu fais ça à chaque fois, donc Non, pas toujours. Mais je vais lui passer la brosse à reluire, effectivement, parce qu'elle n'a pas marqué. Mais je le dis d'ailleurs dans mon commentaire, et bon, là sur le moment même, je ne pensais pas à l'émission. Bon. On sent qu'elle a un toucher de balle. On l'a dit, elle a joué un petit peu au niveau supérieur quand même. On sent qu'elle a un toucher de balle au-dessus de la moyenne. Grosse activité. Il y a un moment, elle passe 3-4 filles sur le côté. Elle fait une longue transversale pour ouvrir à droite. Elle a une belle vision de jeu.
on sent clairement que Charlotte est une très bonne joueuse et une très bonne attaquante. Je pense que je le dis dans mon commentaire. Et donc, voilà, je tiens à le dire. Elle n'a pas marqué, mais grosse activité. Et le danger vient souvent de son pied à elle. Par contre, mon petit doigt m'a dit tout à l'heure que tu as été suspendu quand même pas mal de fois. Hein. Ça sent le fameux caractère là derrière, non, Charlotte? Oui, c'est ça. J'ai eu quelques petites complications début de saison. C'est vrai que j'ai un peu du mal niveau caractère à... Enfin, en fait, quand j'ai du mal avec l'injustice. Et effectivement, avec les arbitres, des fois, je suis pas trop d'accord. Donc, je parle facilement. Après, c'est vraiment un point que j'essaye d'améliorer. Et je pense que depuis l'année passée, j'ai quand même fait... beaucoup d'améliorations sur ça. Pour avoir des cartons, quand même, il faut faire plus que parler à l'arbitre, je pense. Hein. Je sais pas c'est ça. Ça dépend comment on lui parle, Adri. Hein. Ça dépend ce qu'elle lui dit et comment elle lui dit. Non, c'est vrai que quand je suis un peu plus énervée, voilà, j'ai tendance à peut-être faire des plus grosses fautes ou alors être un peu plus agressive aussi envers l'arbitre. Mais voilà, comme je dis, c'est un point de travail et pour l'instant, je suis en train de l'améliorer, donc c'est le principal. Contente de tes stats là pour l'instant? 6 buts, tu me disais? Oui, c'est ça, 6 buts. Oui, franchement, c'est pas mal. Après, ça, c'est plus personnel, les stats. Moi, tout ce qui compte, c'est que on gagne en équipe, on perd en équipe. Et quand je mets un but, c'est aussi le but de toute l'équipe, parce que sans eux, le but, je le mets pas au final. Donc, Alors, en dehors du niveau de jeu dont Gaël parlait, il y a un bon groupe là, vraiment, qui fonctionne très bien. Ça compte aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Hein, je pense que déjà, l'année passée, on était un bon groupe. Après, je pense que cette année, on est vraiment... un niveau supérieur en termes de collectivité et de groupe, même dans le vestiaire, ça se ressent. On est là toutes les unes pour les autres et ça fait beaucoup la différence, quoi. Donc, je disais, l'accession à la Super League, elle est en bonne voie. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver maintenant, là, en fait? Un petit relâchement? Peut-être un petit relâchement. Je pense que chaque équipe a un peu un relâchement dans chaque saison. Après, pour ma part, je pense qu'on l'a déjà eu. Peut-être que je me trompe, mais face à Dixmude ou encore Malines, c'est vrai qu'on a été vraiment chercher les 3 points à la dernière minute. Donc voilà, ce qui est important ici, c'est qu'on va prendre match après match et on verra ce qui va se passer au final. Hein. Mais bon, vous êtes première et si je suis bien renseigné, il y a quand même 4 montants, c'est ça? Hein? Oui, dont Anderlecht, OHL qui ne peuvent pas monter. Parce que ce sont des équipes B. Elles ont 10 points d'avance. Un match de plus que Brakel, mais enfin, c'est un boulevard, elles ne vont pas perdre 3 ou 4 fois pendant que Brakel va tout gagner. Moi, ce que je disais un peu avec ton coach, ce qu'il faut viser maintenant, ce n'est pas la montée, parce que la montée, à mon sens, il faut évidemment terminer le job, mais c'est fait, mais il faut aller chercher le titre. Même si ça ne permet pas de monter mieux, c'est quand même honorifique, un titre, c'est quand même toujours chouette. Donc j'imagine que vous allez être motivé à essayer de vous battre jusqu'au bout pour aller décrocher ce titre, vous êtes en tête, jouable, ce serait logique. Jouable. Bien sûr, jouable à 1000%. Hein. Je pense qu'au début, c'était pas forcément les objectifs en début de saison. En fait, plus les matchs passaient, plus on prenait des points, et plus on se retrouvait dans le haut de classement. Et là, on y est, donc autant y aller jusqu'au bout. Quoi. Si on peut être champion, ça va être magnifique. Quoi. Ça fera 2 ans d'affilée et ça, on peut pas rêver mieux pour le club. Hein. Alors, on se souvient des propos de Nicolas Frutos, notamment en début de saison, qui avait de grandes ambitions pour votre équipe. On peut rendre à César ce qui lui appartient. Vous bossez dans un super outil de travail quand même, non? Magnifique. C'est une chance, ça. Hein. C'est pas comme ça partout, je pense. Non, je pense que franchement, pour des clubs de D1, je pense qu'il n'y a aucun club qui a les infrastructures et aussi l'importance qu'on donne aux filles qui est, comme les hommes. Ça a été dit, début de saison, à égalité. Donc, ça a été dit depuis le début du projet, même avant que l'équipe homme soit créée, il parlait déjà du fait de créer une équipe féminine et de la mettre au même niveau. Donc Salvatore Courabal a été clair, il a tenu parole et je pense qu'aujourd'hui il récolte aussi le fruit de son investissement dans le foot féminin. Non, franchement, c'est super ce qu'elles font. Et je disais tantôt à Charlotte avant l'émission que moi perso, avec le peu de transferts qu'elles avaient fait durant le mercato d'été, je ne pensais pas qu'elles pourraient, dès cette saison-ci, pouvoir jouer le titre. Hein. Donc il y a un travail derrière. Et je pense qu'on en parlait aussi, Charlotte, tantôt, tu me disais que grâce au nombre d'entraînements en plus, au fait que ça se professionnalise, chaque joueuse progresse vraiment beaucoup cette saison-ci, non? Ouais, c'est sûr. Je pense déjà l'année passée, on était en progrès. Mais cette saison, c'est vraiment un level en plus. Et ça se voit que personne ne régresse, tout le monde progresse, que ce soit tactiquement, mentalement, dans tous les sens du terme. Mais ça, je remercie le coach parce que vraiment... pour moi, le coach, il est exceptionnel. Il est là pour nous et il nous apporte vraiment beaucoup. Comme quoi, un changement de coach à mi-saison, ça peut être pas mal parfois. C'était le cas l'année dernière avec Guillaume Dinan qui est parti, remplacé par Michael Yanito. Apparemment, ça se passe bien là, depuis quand même un an maintenant. Donc, ouais. Ouais, ça se passe super bien. Franchement, comme je vous dis, le coach, sur tous les points, je pense qu'il est... Il est super, quoi. Après, c'est difficile il entraînait les garçons avant. Je pense de passer des garçons aux filles, peut-être plus sur l'aspect psychologique envers les filles, c'est plus compliqué. Là, je pense que...
Pourquoi c'est plus compliqué? Mais justement, tu me tends une perche, pourquoi? Pourquoi c'est plus compliqué? C'est une question de psychologie? Ouais, je pense que les filles, c'est un peu plus... il faut peut-être plus leur expliquer, par exemple, des fois les choix. C'est un peu plus, je dirais, plus faible mentalement, entre guillemets. Mais c'est différent que les garçons. Tu coaches pas, pour moi, des garçons comme tu coaches des filles. Un peu plus délicat peut-être avec les filles dans la manière de parler. Sur la sensibilité aussi. Peut-être. Ouais, voilà, on est plus... On peut dire ce qu'on veut, les filles c'est quand même plus sensible qu'un garçon. Donc... ça dépend lesquels. Moi je suis très sensible. Je l'ai vu. Bon, l'engouement du public, il est quand même là. On se souvient du derby contre Mons, il y avait plus de 1000 personnes, je crois. Ça compte, ça, non? J'imagine, ça fait du bien de voir des gens qui vous suivent. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. C'est toujours mieux de jouer avec 1000 personnes qui viennent nous voir que juste 10 personnes qui sont limite de notre famille, quoi. Ça donne encore plus envie de gagner, plus envie de mieux jouer. Donc ouais, franchement, même pour un club de D1, jouer face à 1000 personnes, je trouve que c'est quand même déjà pas mal, quoi. Et je pense vraiment qu'on doit encourager les gens à aller encore plus souvent, que ce soit au plus bas niveau, mais d'autant plus ici en D1. Elle joue quand même dans l'Easy Arena, donc je veux dire, c'est rien que d'aller voir un match dans ce stade-là, c'est déjà plaisant. En plus, c'est une équipe qui tourne bien, et de toute façon, il faut mettre en valeur le foot féminin. Voilà, je pense que si on est fan de la RAL, maintenant, on peut plus simplement aller uniquement voir les hommes, il faut aussi penser aux femmes. C'est la mentalité du club, c'est la philosophie du club depuis le début, donc j'invite vraiment les supporters de la RAL, côté abonnés aux hommes par exemple, d'aller plus souvent à l'Easy voir les filles aussi. Ouais, et puis le niveau est chouette, c'est beau à voir, hein, donc franchement, allez-y, c'est cool. C'est ce que j'allais dire, mais il y a toujours cet a priori. Hein. J'entends encore beaucoup de gars qui disent ouais, bon, le foot féminin, faut arrêter. Enfin, pas qu'il faut arrêter, mais bon. T'en as souffert de ça, toi? Des clichés. Hein, on entend encore ça aujourd'hui? On l'entend encore, oui. Après, personnellement, si j'en ai souffert, forcément non. Parce que pour moi, déjà, les gens qui disent ça, honnêtement, je pense que sur le terrain, je les prends tous. Non, petite blague, mais non, franchement, j'en ai pas forcément souffert. Ça m'a pas vraiment atteint. Enfin, ils disent ce qu'ils veulent. De toute façon, peu importe ce qu'on fait, n'importe quel sport, les gens, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Donc voilà. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je trouve ça différent, mais j'ai pas dit que c'était moins bien. Physiquement, c'est sûr que c'est un peu moins physique. C'est comme dans tous les autres sports. En volley, le volley masculin est plus physique que le volley féminin. C'est pas pour autant que c'est pas joli à voir. Et au contraire, justement, je trouve que parfois, au niveau de la tactique et de la technique, c'est parfois un peu plus léché parce que elles se rendent moins dedans comme des bourrines parfois. Elles font moins de fautes grossières. Donc, mais pour moi, c'est pas exactement la même chose. On est d'accord. Je rigolais parce que tu dis qu'elle se rentre un peu moins dedans, mais je suis pas sûr que tu vas être d'accord avec ça, Charlotte. J'ai pas dit qu'on se rentrait pas dedans dans le foot féminin, mais des fois c'est pire, je pense. En gros, comme dans tous les sports, le sport masculin est beaucoup plus physique. C'est pas méchamment de dire ça. Mais au niveau agressivité, je veux dire. J'ai pas dit que j'étais moins agressive, à mon avis. Au niveau intensité, rythme de jeu, c'est sûr qu'on peut pas aller aussi vite que des garçons. C'est tout ça. Mais ça compense par autre chose. Mais voilà. C'est juste différent. Oui. Non, mais t'as dit au niveau agressivité, t'as parlé d'agressivité. J'ai dit rentrer dedans. Rentrer dedans, t'as dit, c'est pour ça. Alors je rigoler directement. Alors je me suis mal exprimé. En tout cas, le foot féminin est de plus en plus médiatisé, ça c'est vraiment une super bonne nouvelle. Moi, franchement, je rate pas un match de l'équipe de France par exemple, on est au très haut niveau, d'accord, mais c'est magnifique à avoir joué, des filles qui ont un talent vraiment exceptionnel. À propos, qualif historique d'OHL en Ligue des Champions. Ça aussi, ça permet au foot féminin d'évoluer. Hein. C'est sûr, surtout en Belgique. Je pense que un club belge parce qu'ils ont quand même bien presté, je pense, dans les matchs qu'ils ont fait contre des grosses équipes. Pour une équipe de belge, c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Donc je pense que oui, ça fait de plus en plus parler. Et même par exemple, si on n'est pas forcément supporter de l'OHL, c'est sûr, les matchs, on les regarde directement et on les supporte. Ça reste un club belge et on veut qu'ils gagnent, quoi qu'il. Ouais, le stade rempli, grand engouement. Le dernier match qualificatif là. Dendrev était rempli, donc. Et puis un partage, je pense, ils ont cherché un point au PSG ou au Paris. Quand elles ont fait un bon match contre le Barça aussi. Barça, c'est ridicule du tout, donc franchement c'est. Okay. Du coup, ça montre juste qu'il y a du potentiel et que si on sait mettre 5000 personnes à un stade à Louvain, on sait en mettre 3000 à Louvière. Hein. C'est clair. À propos de la RAL, l'Easy Arena, on y reste. Tu as assisté au match ce week-end. Moi, je l'ai vu à la télé. On s'est échangé quelques messages. Donc, il y a eu cet exploit frôlé en coupe. Cette victoire contre Bruges que personne n'attendait, incroyable, vraiment magnifique. Et puis là, rebelote, on peut dire ça, Adri. Un but qui tombe dans les derniers instants. On revient au travers du début de saison, en fait.
On ne peut plus parler d'apprentissage, on ne peut plus avancer cette excuse-là. J'ai calculé tout à l'heure un petit peu, j'ai fait le bilan des buts, des points gagnés et perdus entre la 85e et la fin du match. Ils ont perdu 10 points, ils en ont gagné 5 aussi, parce qu'on gagne aussi parfois des points. Okay. En fait, je veux dire, oui, c'est ça. De toute façon, c'est 10 dernières minutes, on va dire, d'un match, il faut les faire quoi qu'il arrive. Mais tu as raison de le dire, hein, Adrien, parce qu'on parle des points perdus, mais ils ont gagné aussi. Ils ont pris un point. Mais ça ferait 5 points de plus quand on voit le classement. Oui, ça ferait 5 points de plus. Oui, clairement, ils sont en déficit au niveau des fins de match. Mais je ne suis pas certain que le regret, que le fait que ce soit la fin de match est joué, je pense que c'est une grosse erreur individuelle qui a mené à ce 1-2, et c'est surtout le fait de 3 minutes après l'ouverture du score de ne pas avoir réussi à bien gérer un coup franc un peu anodin, là, on faute, pas faute, pas tirer au bon endroit, ok, peut-être, mais le regret il est là maintenant sur le match. Enfin, voilà, il faut quand même... Toi, tu me disais que Saint-Tron était... Pour moi, Saint-Tron était supérieur et qu'ils ne sont pas deuxième par hasard. Saint-Tron a pris la tête du championnat provisoirement en gagnant à Louvière. Oui, donc, je ne dis pas quelque chose de scandaleux en disant que Saint-Tron est plus fort que l'Aral. Et de toute façon... Je pense que Fred le reconnaissait aussi, ça joue bien quand ça commence à accélérer en une touche de balle, ça va vite. Au match précédent, il disait c'est pas contre Saint-Tron qu'on doit capitaliser forcément. C'est dommage de ne pas avoir pris le point. Évidemment dommage, quand tu mets... Après le match de Bruges, tu peux faire 4 sur 6 contre les deux, contre 2 des 3 premiers. Mais sur l'ensemble du match, tu auras des regrets par rapport au scénario, tu as la belle histoire en face, tu as le joueur qui a signé 6 heures avant et qui marque après sa première touche de balle. Mais voilà, c'est pas dans ces matchs-là qu'il faut avoir des regrets, c'est plutôt les points perdus contre Dender à domicile, contre OHL, tous ces matchs-là où il fallait prendre des points. Là, ici, tu es logiquement battu, je dirais. Voilà. Même si c'est en fin de match, c'est que c'est toujours dur. Charlotte, tu vas voir les garçons dès que c'est possible. C'est pas toujours compatible avec vos matchs à vous. C'est ça. Ce week-end, c'était en concurrence. Ouais, c'était impossible de regarder. Après, quand on joue pas en même temps, je regarde tous les matchs, que ce soit à la TV ou alors de temps en temps au stade. Mais c'est vrai que je regarde plus à la TV parce que bon, je viens quand même déjà beaucoup de fois à la Louvière. Du coup, je regarde tous les matchs à la TV et quand on joue en même temps, je regarde le résumé du match toujours. Et qu'est-ce que tu penses du niveau de l'équipe et de la saison en soi pour un montant? Franchement, je trouve ça pas mal. Hein. Après, même si dans le classement, ils sont un peu derrière, il faut regarder au niveau points. Je pense qu'ils sont pas très loin de... Enfin, les points sont... Il n'y a pas vraiment un grand écart entre ceux qui sont devant eux ou ceux derrière. Donc, pour moi, tout a joué. Et franchement... le niveau de jeu, t'en penses quoi? Niveau de jeu... On a l'impression qu'il s'améliore. Ouais, depuis le début de saison, c'est sûr qu'il s'améliore. Hein. Après, c'est vrai que, comme a été dit, c'est surtout les buts pris en fin de rencontre. C'est dommage parce que quand je vois des matchs qu'ils se donnent à fond et qu'en fin de rencontre, ils prennent un but qu'ils ne méritent pas forcément, même mentalement, pour eux, ça doit être dur. Mais franchement, j'ai aucun doute sur le fait que... En tout cas, chose rare, on a rarement vu Fred Taquin vraiment s'énerver dans les interviews d'après-match. Là, il était remonté comme une pendule. Là. Alors je viens juste de faire, je donne la parole après, je viens juste de faire le montage du match pour le JT. Et à la fin du match, il y a une scène où on voit Taquin aller voir un de ses défenseurs et vraiment furieux contre lui et lui montrer t'étais mal orienté, t'étais pas sur tes appuis. Il était vraiment furieux sur ce deuxième but. D'habitude, il le garde pour lui, même si il a tout balancé. Il a même dit que on lui a demandé pourquoi est-ce que c'était moins solide. Il a dit mets-moi Wagan Faye dans... Sans faille, c'est vrai que ça change quand même. C'est quand même le capitaine, c'est le leader quand même de cette équipe. Et vous côtoyez un peu ou vous êtes bien séparés Non, quand par exemple on arrive d'un entraînement, de temps en temps on les croise ou autre. Après oui, on les croise juste. Hein, il n'y a pas de collaboration au niveau de la muscu Non, du tout. Mais après, franchement, quand on les croise, ils sont très gentils, très respectueux envers nous et je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a dans des clubs, ils peuvent se dire les filles ne respectent pas forcément alors qu'ici, franchement, aucune différence. C'est ça, c'est la philosophie du club. Je pense qu'on leur a mis dans la tête à tout le monde, aux joueurs qui arrivent et tout, que les deux équipes sont au même niveau, c'est très bien. Donc 3 points de perdus, c'est pas grave en soi. Le problème c'est que OHL a pris un point, Cercle aussi, Dender aussi. Et voilà, l'Aral est dans la zone rouge maintenant. Sporting de Charleroi aussi, même si on parle plus d'un potentiel descendant. Mais enfin, c'est parce qu'il y avait les Carolo, il y a un petit truc entre Adri et moi. T'as des ailes qui sont en train de te pousser tout doucement, calme-toi. Depuis qu'ils sont qualifiés pour la demi-finale de Coupe de Belgique. Tout ça pour se faire éliminer. C'est que c'est encore pire de se faire éliminer aux portes de la finale. C'est l'histoire de ma vie de supporter du Sporting, donc je sais de quoi je parle. Je deviens vieux, ma mémoire flanche parfois. C'était quand la dernière finale de Charleroi? Allez, on avance sur l'émission parce que les gens attendent, donc s'il vous plaît, allez. Je sais pas, le dernier trophée de Charleroi, c'était quand?
Ok, ça va. Je pense que je devais avoir. Parce qu'à Louvière, ça fait moins de 25 ans quand même. Oui, ça va. Et d'ailleurs, c'était sympa ce week-end de revoir Yann Van Steenberg sur le banc de Saint-Tron qui avait joué la finale de la Coupe de l'Europe. Il était juste devant la tribune de presse, évidemment. J'ai eu des flashs, moi. J'ai eu des flashs de t'étais 2003. Pas né, là, 2003, t'étais pas né. Si. Je venais de naître, ça faisait quand même 2 ans que j'étais né. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette chute au classement progressive ? On connaît les modalités de descente cette saison. Il faut s'inquiéter d'une manière chiffrée. Il faut toujours être inquiet quand on voit les gens derrière revenir, et c'est le cas. Comme l'a bien dit Adri, ce week-end, tous les clubs derrière ont pris des points. Donc, un point. Oui, tous un point. Mais donc voilà, c'est... Ok, mais quand tu vois le calendrier qui arrive, ça fait quand même peur. Hein. Oui. Gand, Union, Anderlecht, Mali. Alors moi, top 6 quoi. Moi je ne fais pas partie de ceux qui disaient ça va aller les doigts dans le nez, surtout avec le plus petit budget en découvrant la série. Donc moi j'ai toujours pensé que ce serait difficile mais qu'ils avaient les armes pour. Oui, mais vu la forme du championnat cette saison, la probabilité de descente, elle est faible, mais il se peut qu'ils doivent se battre et il se peut qu'ils se fassent des petites frayeurs. Mais j'ai envie de dire, ce ne serait que normal que ça se joue presque jusqu'au bout pour eux et qu'ils se fassent un peu peur parce que c'est quand même une équipe qui a le plus petit budget qui vient de monter. Donc je veux dire, moi j'ai pas peur outre mesure, mais je trouve pas ça anormal non plus. Bon, on en a déjà parlé. Heureusement que Péano est là. Oui, mais il continue. À nouveau, je suis désolé, je vais encore passer un coup de gueule. On dit que je le fais à chaque fois et que je suis là pour flinguer tout le monde. Mais tu es là pour ça. Tu pousses à chaque fois des coups de gueule. Il y en a marre, Adrien, on s'en va. Et pourtant, Dieu sait que je suis calme par rapport à vous deux dans les bureaux et compagnie, mais surtout lui. Après, là, je vous ai en face tous les deux, donc peut-être que ça révèle en moi quelque chose. Peut-être. Mon vieillage fait que je suis beaucoup plus sage que lui. Mais tu disais, est-ce que c'est inquiétant, Silvio ? En fait, non, c'est pas inquiétant, c'est le plus petit budget. Ils viennent de monter. C'est pour ça que mon coup de gueule, je l'envoie à tous ces pseudo-supporters qui. Une semaine après l'exploit à Bruges, ils ont fait 6/6 contre Bruges cette saison. Il y a Bruges qui joue avec des champions. Hein, total d'accord avec toi. Qui sont en train de dézinguer, mais il n'y a même pas que Fred qui en prend pour lui. Il y a des joueurs, le staff, les dirigeants, mais ils savent d'où ils viennent. Ils étaient en D1 amateur il y a 2 ans. Ils ont un nouveau stade. Ils sont encore très bien dans la lutte pour le maintien, pour leur première saison en Pro League avec le plus petit budget. Ils ont les suiveurs de la RAL ont toujours été gourmands historiquement. C'est comme ça. C'est insupportable. Fred Taquin avait bloqué tous ses réseaux en D2 amateur. Il a bien eu raison. Il a bien eu raison parce que moi je trouve ça hallucinant. Là, honnêtement, la RAL donc est 13e là. Les 3 équipes derrière. À sa place quelque part. Mais elle est mieux qu'à sa place. Ils viennent de monter, c'est le plus petit budget. C'est dernier qui devrait être. T'es d'accord, Charlotte ? Ouais, c'est ça qu'on se rend pas compte. Un peu d'indulgence, quoi. Bien sûr, déjà d'où ils viennent, faut quand même le faire. À un moment donné, ils peuvent pas monter directement à jouer le top 3. C'est dans aucun monde. Donc là, je pense que franchement, ils font quand même un bon début de saison pour des gens qui viennent de monter. Après, voilà, les supporters qui sont un peu plus durs, il y en aura toujours, j'ai envie de dire. Faut juste pas les écouter et on verra en fin de saison où la RAL seront et on verra ce que ces gens-là disent au final. Ils seront contents, je pense. Oui, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec Charlotte aussi. Ce sera les premiers à retourner leur veste en disant « Ouais, j'y ai toujours cru ». Oui, moi, ces supporters qui changent d'avis de semaine en semaine, je trouve ça effectivement un peu pathétique. Oui, ce que tu as dit, la veste, elle a double face, simplement. Après Bruges, c'est les premiers à se mettre à genoux, les bras levés au ciel pour fêter la victoire. J'en connais certains personnellement, je peux même citer des noms, je le ferai pas ici, ils vont pas être contents, mais on en connaît des comme ça. Fred Taquin, Nicolas Frutos, mais les meilleurs dirigeants, meilleurs coachs. La semaine d'après, c'est défaite que le deuxième, pas scandaleuse du tout à la dernière seconde. Ils sont tous nuls, ils sont tous à foutre à la porte, le mercato est dégueulasse. Mais c'est toujours comme ça à la RAL, on ne sait pas garder un résultat. Franchement, c'est fatigant, mais nous qui sommes quand même plus ou moins neutres, voir ça, c'est aussi fatigant, quoi. Les gens n'ont aucun recul, quoi. C'est un truc de dingue, franchement. C'est un peu le folklore du football. On connaît les supporters. Tu peux être supporter et avoir un peu de recul quand même, quoi. Et pas tomber sur les gens qui t'ont amené là où ils sont maintenant. Je veux dire, ce que prend dans la figure Frédéric Taquin, qui l'a mené du club de la D5 à D1, ce qu'il prend dans la figure par certains, mais les gens sont ingrats, c'est un truc de fou. C'est clair, c'est le mot, clairement. Ok, alors à propos de la RAL, on va inverser un petit chapitre, puisqu'on a appris qu'il n'y aurait plus de RAL B en Division 3 CFF l'année prochaine. Décision stratégique du club. Donc on va se concentrer sur les espoirs qui jouent dans un championnat élite. Donc ça peut relever le niveau. T'en penses quoi, Charlotte ? Alors moi, je vous avoue, je suis pas non plus la personne la mieux placée pour parler de ça. Voilà, je m'y connais vite fait. Mais quand on joue contre des U21 qui viennent de gros clubs, donc qui sont mieux formés, entre guillemets, ça peut faire progresser dans l'adversité. Honnêtement, je pense plus qu'à un niveau de D3,
Parce que voilà, en D3, c'est pas forcément des jeunes, il y a quand même des gens qui sont plus âgés, plus expérimentés. Ils jouent contre des hommes, en fait, ouais, c'est ça la différence. Ça. Mais je pense que non. De toute façon, je pense que si le club pense que c'est mieux, moi, je me dis qu'ils ont raison, de toute façon. C'est réfléchi. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le but, c'est... Ton exemple, excuse-moi, ton exemple personnel, tu as plus progressé quand tu étais encore avec les équipes de jeunes ou quand tu as commencé à jouer contre des femmes adultes Après, je pense que c'est différent chez les femmes. Je pense, moi, quand je jouais avec les jeunes, déjà, j'étais avec les garçons. Donc, ça forge plus physiquement, etc. Mais ouais, chez les filles, c'est différent. Jouer avec des adultes, je trouve que ça m'a quand même mieux appris. Mais encore une fois, je pense que c'est que chez les filles, quoi. Mais en fait, donc le but, c'est d'améliorer la post-formation qui pose parfois problème, c'est vrai, avec des jeunes qui sont très bien formés et à partir d'un certain âge, voilà, c'est là que ça cale. On va être clair, le vrai problème, c'est qu'ils sont en D3, l'équipe B. Si la RAL B était en D1B, t'inquiète pas que l'équipe, il la conserve. Hein, donc, voilà. Il y a des chances, effectivement. Et apparemment, c'est compliqué de remonter jusque-là, vu que l'équipe B, il est au milieu de tableau de D3. Donc, je pense qu'ils ont vite compris que ça n'irait pas de monter les échelons comme ça et qu'ils se sont dit, on va miser sur les élites. Bon, une saison. Je pense aussi que c'est ça. Une saison pour tenter l'expérience et voilà. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ok, allez, on descend un petit peu plus bas donc avec la D2 ACFF. Je suis allé faire commenter Binche-Richel hier. J'ai failli m'endormir malgré le froid. Un bon gros 0-0, Silvio. Un super 0-0 insipide, intercadré partout. Il y en avait un quand même. C'était quand même pas mal. Bon, circonstances atténuantes pour les Binchois, il faut bien reconnaître. Leur excellent Youssouf Kadami qui prend une deuxième jaune à la 46e, donc ils ont joué toute la deuxième mi-temps en infériorité numérique. Voilà, c'est pour le résultat. Ce qui est plutôt inquiétant, par contre, c'est qu'on a appris que Raren et Nathan ne restera pas en division 2 ACFF. Ils vont redescendre en provincial, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être plus de descendants. Donc, notamment pour Binge, il va falloir quand même engranger encore quelques points pour dire d'être tranquille, quoi. Ouais, alors, c'est pas encore fait du tout pour Binge. Pour l'entité manageuse, j'imagine... Ils sont à plus 6 sur la zone... Tu vas en parler juste après, l'entité manageuse, c'est encore moins bien fait. Non, mais là on va en parler, parce que là, c'est plus inquiétant. Mais Binge, moi, ce qui me fait dire que je suis moins inquiet pour eux, c'est que sur les 5 derniers matchs, je crois que c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils sont allés gagner chez le... C'est une tendance plutôt positive par rapport au début de saison. Donc, je les sens, eux, plutôt dans une forme acceptable. Tu le redis très bien dans ton résumé, ça ressortait bien. S'ils ne sont pas réduits à 10, encore. Ils peuvent peut-être encore... Ouais, là, je le brosse, lui. Oui. Lui, ça va. C'est mon partenaire. Vivement mon tour, quand même. Vivement mon tour. Non, Adri, non. Ça n'arrivera jamais. Il faut que les gens comprennent. C'est mon partenaire de paddle, donc... Là, il est obligé d'être gentil avec moi. On n'a rien en commun, c'est d'accord. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est plutôt largement positif. Et s'ils ne sont pas à 10, peut-être qu'il y a une 4e victoire sur les 5 matchs. Donc, voilà, Binge me semble en tout cas plus dans une phase ascendante que descendante. En tout cas, de la bouche de l'entraîneur, de la bouche du joueur que j'ai interviewé en off, on en discutait. Il y a quelque chose qui est en train de prendre véritablement, et je pense que la fin de saison devrait être assez tranquille pour Binge. Par contre, à Manage, là, franchement, moi, je commence à devenir plus ou moins un peu inquiet. Plus 5 sur la zone rouge, dernière victoire le 23 novembre quand même. On a reçu Michael Pachi ici, fin de l'année, quasiment pas de trêve hivernale. Ici, il y a une triplée de matchs à récupérer en semaine pour des joueurs qui ne sont pas pros du tout, qui ont un boulot en journée. Quand tu dois taper Verviers un mercredi soir, voilà, donc ça devient compliqué. Charlotte peut nous parler de ça parce qu'elle a longtemps bossé et joué en même temps. Enfin, elle nous disait la difficulté, c'était quasiment du tous les jours entraînement plus boulot. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Au niveau vie sociale, c'était vraiment très très compliqué. Après, encore une fois, c'est moi qui l'ai choisi. C'est pour faire ce que j'aime, donc c'était mon choix. Mais pas évident d'être performant tout en travaillant en même temps. Il y a la fatigue aussi derrière le travail. Il y a des fois, tu finis le travail, tu te dis purée, là j'ai entraînement 2 heures, déjà faire tout le trajet, faire s'entraîner puis revenir. C'est vrai que. D'autant que tu bossais dans le RECA, c'est ça que tu nous disais. C'est ça, donc, c'est pas le moins physique. Hein. Ouais, non, c'était quand même assez compliqué. Mais après, c'est toujours pas évident. Et alors, Manage qui a dû jouer à domicile cette semaine sur le terrain de Binche. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage à Manage. Donc on fait un petit appel à notre chère ministre Madame Galland, qu'on connaît tous bien ici. On salue. Il serait peut-être temps de un petit subside pour avoir de l'éclairage. Parce que quand on a des ambitions en D2 ACFF, ne pas avoir d'éclairage sur le terrain principal, ça m'a interpellé. Moi, je suis tombé des nues, moi. Ouais, mais pour tout ce qui est question d'énergie, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est compliqué. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Ça qui est triste. À Dienne, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas d'éclairage. L'URLC va aller jouer à la Wolves Academy en 10 jours. Donc...
Ouais, je trouvais ça assez particulier. Ouais, moi j'ai envie de dire pathétique. Mais voilà. Ouais, bon, ou alors on met pas des matchs le mercredi soir. Chacun doit pouvoir jouer sur terrain. Il y a encore des jours fériés. Il y a. Mais pourquoi pas alors après le championnat des séries à moins de clubs aussi. Hein, il y a plusieurs solutions possibles. À propos de Stade Raymondienne, la Louvière centre Arquet, une nouvelle défaite ce week-end, la 4e consécutive quand même. Ça commence à devenir inquiétant. On dit quoi, rien ne va plus. On connaît les problèmes extrasportifs du club pour l'instant. Adri, tu y étais dimanche. Ce sont les problèmes extrasportifs qui sont en train de toucher le sportif. Enfin, tu parlais de tomber des nues tout à l'heure. Moi aussi, je suis tombé des nues quand j'ai entendu hier Sébastien Conte me dire que depuis le fameux match perdu sur forfait divers mi-décembre, ils n'ont eu qu'un seul entraînement collectif. Non, moi ce qui m'impressionne plus, c'est la justification. Ah oui. Il n'a pas fait bon. Oui, non, après il a reconnu. Bon, je comprends, il ne doit pas pouvoir tout dire. J'entends bien. Mais quand il m'a dit les conditions météo, je vais quand même regarder. Et là, il a enchaîné, ça a été dur. Là, je sais qu'il ne peut pas toujours tout dire. Je sais qu'il est peut-être un peu mal mis. Mais enfin, le coup des conditions météo. Et tous les autres clubs de la série se sont entraînés qu'une fois. Mais ça, il n'y a pas eu sous un microclimat, il y a eu 10 jours de glace. Charlotte disait quand même que vous aussi, vous avez une semaine sans pouvoir. Vous avez une semaine. Une semaine, c'est ce que je dis. Je montais même à 10 jours. Mais vous avez continué à vous entraîner normalement, hormis une semaine. Après, on a des séances à la maison, hein. C'est pas pendant une semaine où on ne fait rien, on a des séances à la maison. Ce qui est plus compliqué aussi pour nous, c'est que des filles viennent aussi de loin et sur les routes et tout. Faut faire la route. C'était dangereux, quoi. Non, je dis pas que ça n'a pas impacté l'URLC pendant une semaine, mais enfin, c'est pas la seule justification. C'est ça, oui. Un entraînement collectif depuis la mi-décembre. Mais oui, c'est pas normal. Donc, comment voulez-vous que les résultats suivent derrière ? C'est impossible. Et encore, franchement, ils sont 5e. Hein. Mais tu peux rien reprocher aux joueurs parce que les 3 défaites, c'est des défaites d'un but, ou alors ce week-end, c'est l'équipe qui est 3e, donc c'est pas scandaleux de perdre 0-2 face au 3e, surtout vu leurs conditions. Ils donnent tout, franchement. Le niveau n'était pas bon, ils ont fait un très mauvais match, ils ont mérité d'être battus. Ça arrive. C'est impossible que le sportif ne soit pas impacté par tout ce qui se passe au niveau extra-sportif. Et mais c'est dommage, Gaël avait déjà poussé un coup de gueule il y a quelques semaines. Ouais, c'est dommage parce que sportivement, ils étaient bien partis. Ils font quand même une relative bonne saison. Ouais, mais il y a toujours ces problèmes extra-sportifs. J'ai une pensée pour les joueurs effectivement qui ont l'air de Sébastien Comte et l'entraîneur bien sûr qui ont l'air de donner ce qu'ils doivent donner. Mais j'en veux pas aux dirigeants. J'ai pas à en vouloir à qui que ce soit. Mais je me répète. Il suffit de regarder sur les 5-7 dernières saisons, il n'y a rien à faire. Extra-sportif, je pense qu'on peut reprendre les archives des 7 dernières saisons. On en arrive toujours à un moment à dire c'est foireux à cause de problèmes extra-sportifs. Alors ça arrive une saison ou deux, je veux bien, mais toutes les saisons, depuis 7 ans, il y a un moment, soit on se remet en question, soit pas. Visiblement, c'est plutôt pas. Bon, on est quand même d'accord, Charlotte, que sans s'entraîner ensemble, c'est pas possible de performer dans le foot actuel. Non, du tout. Il n'y aura aucun automatisme. Tu parlais d'entraînement à la maison, ça doit pas être évident de s'entraîner à la maison comme ça. Non, c'est pas évident. Après, nous, c'était plus du course et muscu, mais c'est vrai que pour les automatismes, encore une fois, et la tactique, s'entraîner tout seul, ça n'a rien à voir que s'entraîner avec le groupe, quoi. C'est deux choses totalement différentes. Ouais, donc on va voir comment ça se passera d'ici la fin de la saison, mais pas évident d'évoluer dans des conditions pareilles, en tout cas. S'il y a une fin de saison. S'il y a une fin de saison, parce que c'est vrai que il y a des rumeurs, il y a une épée de Damoclès sur la tête du club. Et pour l'instant, on ne veut pas nous répondre au niveau de la direction, donc pas faute d'avoir essayé de les contacter, de les toucher, de vouloir un petit mot ou quoi. On nous dit qu'ils vont communiquer prochainement. Ça fait un mois que j'ai reçu cette réponse-là, donc j'attends. Donc ils sont en sursis jusqu'au mois d'avril, c'est ça ? Je ne sais même, on ne sait pas. Au niveau justice ? Je ne sais pas. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Donc s'ils ont pu jouer cette semaine-ci, c'est qu'ils ont réglé certaines dettes, j'imagine. Mais après, c'est tellement flou que... Ne pas jeter un pavé dans la mare. De toute façon, j'apprends rien à personne. Mais moi, j'entends énormément dans la région des gens qui disent qu'on reparte en P4 avec l'US Centre à Dienne et qu'on arrête cette mascarade. Alors, c'est pas moi qui pense ça. C'est ce que j'entends de plus en plus. Il y a beaucoup de nostalgie. Tu l'entends aussi. Il y a beaucoup de nostalgie. Il y en a qui disent je préfère être en P4, mais avec ma couleur et un club qui se restructure, plutôt que ce cirque. Voilà. C'est ce que j'entends très régulièrement. Ils ont dû faire 20 entrées payantes maximum, donc 15 d'arquet. Donc, voilà. Donc il y a un gros souci à ce niveau-là. Donc on croise les doigts au moins de se maintenir sportivement. Après, en dehors du sportif, la justice va s'en mêler. On verra ce qui se passera. Mais en tous les cas, bonne merde à Sébastien Comte. On connaît sa passion pour le football, on l'a reçu ici. Chapeau pour continuer à motiver les garçons qui performent quand même. Les garçons, qui se donnent en tout cas. Qu'aucun d'eux ne prenne ce qu'on vient de dire ici. C'est pas du tout eux qui ont visé. Au contraire, à nouveau, je répète, hier, ils n'ont pas bien joué, mais ils n'ont jamais rien lâché, quoi. Ok.
Allez, on passe au provincial. Soigny, on avait été choqués le 20 décembre dernier, vous vous souvenez. Match au sommet contre Molenbeek, déplacement à quelques jours de Noël. Ils sont pris un 5-0 dans les dents. Le deuxième, donc. On peut le dire. Molenbeek qui par la suite a gagné la deuxième tranche apparemment. Donc les deux clubs se retrouveront au tour final. Mais ça va mieux. Donc Soigny s'est repris 6/6 en 2026. Bon, là, c'est parti, je pense, jusqu'au bout. Ils seront champions. Ah, il y a 3 points. Ok, mathématiquement, mais il y a quelques points d'avance. La dynamique. Oui, à mon avis, oui. Moi, ce que j'ai envie de demander à Charlotte, c'est... T'es pas de la région, donc, à la base. Namuroise, c'est ça? Namuroise, oui. Ouais. Tu suis quand même les équipes de provinciales ou les plus petits clubs de manière générale? Vers chez moi ou vers ici? De manière générale. Alors, chez toi, j'avais demandé dans la région ici, justement. Tu parlais de ton frère, il jouait peut-être dans des clubs de la région, de chez vous. Oui, c'est ça. Vers chez moi, oui, je suis un tout petit peu. Après, je vous avoue que vers ici, pas du tout. Parce que Gaël, lui, il suit aussi les résultats régionaux au niveau de la MU et compagnie, Luxembourg, même aux Pays-Bas. Non, c'est parce qu'on parle de la P1, parce qu'on parle de la P1 qui n'est pas sa P1 à elle, puisqu'elle ne vit pas dans le Hainaut. Et donc, on parle de Soigny, donc je voulais savoir, ça m'intéressait, je m'intéresse à notre invité. Ça m'intéressait de savoir si elle suivait un petit peu la vie des clubs en provincial chez elle et a fortiori dans le Hainaut. Voilà. Donc tu ne suis pas le foot namurois, tu ne suis pas? Si, à fond, tout par cœur. Allez, provincial 2B, là on a un paquet de clubs qui représentent le centre. D'ailleurs, il y a un joli tir groupé des équipes du centre. Les 4 premières sont des équipes de chez nous, c'est pas mal du tout. Avec donc l'Heureux. Alors, moi, j'avais pas capté, ça faisait quelques semaines que j'avais plus trop suivi la P2B. L'Heureux avait perdu sa première place. Avec Estine. Étonnant, ce qui est étonnant, c'est la saison d'Estine. L'Heureux est dans les clous, on va dire, même s'ils ont eu un petit coup de mou, mais ils sont dans les clous de saison de champion au niveau des points pris. Parce qu'Estine est en train de cartonner, ils ont gagné la deuxième tranche, ils ont pris 28 points en 11 matchs, je pense, ou en 12 matchs. C'est très surprenant ce qui est en train de se passer à Estine. C'est bien, le suspense c'est cool. Alors autant on sait tous que l'Heureux était évidemment attendu pour jouer le titre et pour être champion sans doute, autant Estine là, je pense que personne ne les avait... Et ils ont gagné la tranche. Ouais, c'est ça, ils ont gagné la tranche, donc ils seront au tour final quoi qu'il arrive, mais là surtout, ils sont deuxième au classement, mais ils ont un match en moins que l'Heureux, donc ils sont virtuellement premiers encore, Estine, donc... Franchement, chapeau, ce qu'il a réussi à créer là-bas, Luigi, c'est fort. Luigi Chiquilone, qu'on peut... Moi, je dis juste Luigi parce que j'arrive jamais à prononcer son nom de famille. Mais moi aussi, Chiquilone, mais là, on a un vrai italien. Donc mais je l'ai interviewé en début de saison et dans ma tête, c'est Schicilone. Donc, mais c'est pas ça, en fait. D'ailleurs, il m'a giflé, d'ailleurs. Alors, un peu plus bas, donc en 3e position, on a le Nast, qui est quand même 3e du classement, et Rémi Dinelfo qui fait quand même du bon taf depuis 2-3 ans. Moi j'aime bien ce gars. Il a fallu le temps que ça se mette en place à Nas, mais là, depuis qu'ils ont entamé, on va dire, leur bonne série, ils sont inarrêtables. Et, ça se passe bien, c'est chouette à regarder jouer. C'est un chouette championnat où ça se resserre au-dessus, c'est bien. Athènes Saint-Pierre qui est 4e, donc vraiment un chouette top 4 pour l'instant. Et alors la grosse surprise, c'est l'effet Jean-Louis Dachille. Bracny qui remonte alors qu'ils étaient dans les tréfonds du classement. Ils ont dépassé Écossignes, ils reviennent à 3 points de Neuville. Est-ce qu'ils vont peut-être se sauver? Alors, ce que j'ignorais, et bravo à Sudinfo d'avoir fait le boulot à ce niveau-là, que j'ai lu tantôt, c'est qu'il a ramené 6 joueurs français. Je ne sais pas si c'est Jean-Louis ou le club, mais cette semaine-ci, Nas a découvert sur la feuille de match de Bracny 6 joueurs français inconnus bataillon. Ils ont quand même été battus à Nast 3-2. Néanmoins, c'est un peu perplexe, non? C'est bizarre. J'avoue que... je ne sais pas si tu es un joueur français, tu vas jouer à Bracny? Ça dépend le niveau que tu as. Moi, si j'étais français, je suis pas sûr qu'ils me laissent la place à Bracny. Des clubs en France, il y en a quelques-uns quand même. Oui. Bracny, c'est pas non plus frontalier. Donc, non. On va voir les connexions que le club a avec la France, qui est pas si loin. Donc voilà. Donc c'est Jean-Louis Dachille, le coach, c'est Ricardo Magro, le T2. Je sais pas, ancien joueur de la RAL. Faudrait le vainqueur de la Coupe de Belgique 2003, Ricardo Magro, me semble-t-il. Et Jean-Louis Dachille qui avait marqué ce fameux but à Denderle, ce fameux penalty qui avait... Alors là, je n'étais pas né non plus. Ouais, Division 3. Division 3. C'était à Denderle. L'année, je ne sais plus, 94, saison 93-94. C'est le banc des vieux ici, là, on a les genoux. D'ailleurs, si tu pouvais... sortir de la place. On parle de France, justement, j'ai une idée qui me vient, la formation à la française. Il y a des joueuses françaises chez vous? Tu as joué avec des joueuses françaises ou pas? Alors oui, surtout à Charleroi. Surtout au Standard Charleroi. Ici à la Louvière, on a une joueuse française, si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, désolée. Mais non, on a une joueuse française qui venait de Valenciennes.
Mais sinon, non, pour l'instant. Je te pose la question parce qu'on parle souvent de l'exemple de la formation en France. C'est vrai qu'il a fait ses preuves. Et je crois que chez les filles, c'est un peu le même topo. Tu vois un niveau différent, tu vois des qualités supérieures. Alors nous, on a joué plusieurs fois contre Roubaix, des matchs amicaux. Et on va dire ce qui change un peu de la Belgique à la France, c'est vrai que la France, c'est plus physique. Je dirais que ça rentre beaucoup plus dedans qu'ici en Belgique. Après, au niveau foot, etc., je vois pas vraiment. C'est marrant, j'aurais dit plus technique, moi, tu vois, a priori. Pour ma part, en tout cas, personnellement, je trouve pas. Je trouve que vraiment, ce qui m'a plus choqué, entre guillemets, c'est l'impact physique des joueuses. C'est plus méchant, si je puis dire. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille jouer là-bas. Je rigolais. Mais du coup, voilà, non, sinon, techniquement, je pense dans tous les pays, il y a des bonnes joueuses techniquement, d'un peu moins fortes. Donc, pour moi, non, niveau technique, c'est pas au-dessus. Ouais, moi, je pense que ça reste aussi un mythe. C'était sans doute vrai dans le passé, c'est moins maintenant. Moi, je pense que la France bénéficie surtout de la population, du nombre de personnes qu'il y a dans ce pays, du nombre de joueurs et de joueuses qu'il y a. Évidemment, quand tu as une population 6 fois supérieure à celle de la Belgique, tu peux sortir plus de bons joueurs. Ça c'est mathématique, j'ai envie de dire. Je suis pas certain qu'en Belgique on a à rougir. Non. Alors je sais pas, je ne connais pas trop chez les dames. On a toujours eu un petit complexe, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, chez les dames. Tu disais notamment que tu as commencé avec les garçons. Maintenant, il existe pour les 7, 8, 9 ans des équipes 100%, même des championnats 100% filles, même dans la région ici. Donc ça se développe. Ça se développe notamment. À Audun, à Morlan-oui aussi. Une équipe qui commence en U8, je pense, uniquement et qui joue contre des clubs de la région uniquement chez les dames, donc chez les jeunes filles pour le coup. Donc ça commence à bien se développer. Donc je suis pas certain qu'en Belgique on soit vraiment si mauvais que ça. Oui, monsieur. Moi, monsieur, j'ai une question. Moi, je voulais savoir, tu as une joueuse référence, ta joueuse préférée, actuelle ou de tous les temps, et le pendant homme. Alors, tu as parlé de Cristiano Ronaldo, donc ça, on parle d'un vrai joueur. Mais donc, en ce qui concerne les femmes. Si tu as envie de te faire bien voir dans le vestiaire, c'est maintenant. Tu as donné un nom de Alors, en ce qui concerne les femmes, je vous avoue que j'ai pas forcément de... Il n'y en a pas une star ou quelqu'un qui te motive ou qui te plaît? C'est un peu une chose qui a ton profil, non? Oui, ou alors des Eugénie Le Sommer en France, ou est-ce que c'est pas du tout le genre de filles qui te font vibrer dans le jeu? Franchement, s'il y en a une que je devrais dire, et je ne vais même pas savoir dire son de famille, c'est Sakina, qui joue à Lyon, je pense, maintenant. Oui. Latéral gauche. Ouais, c'est ça. Donc elle, entre autres, sinon... Non, j'ai pas forcément de... Okay. Non. Une Amber Tiziak, qui ici jouait à West Ham, je pense. Elle aussi, franchement, j'aime bien, mais j'ai pas, je veux dire, de vraies références. T'es pas fan Moi, je suis super fan de Cascarino. La joueuse de l'équipe de France. Elle est droite, je pense, à ta place, je pense. Elle joue plus, là, si. Si. Elle est partie jouer aux States. Ah oui. Et donc, mais elle est toujours en équipe de France. J'adore. Top joueuse. En plus, elles sont belles, les Françaises, ce qui ne gâche rien. Bon, c'est que mon avis. La petite remarque sexy. Il fallait en faire une, les gars. Dans le temps additionnel. Il fallait en faire une. Jusque-là, t'as réussi à te tenir. Ouais, c'est ça. Et donc, ce sera évidemment coupé au montage. Et donc, je veux quand même, hormis Cristiano Ronaldo, un joueur référence ou plus un garçon? Eden, non? À l'époque, oui aussi, mais actuellement, je dirais Jérémy Doku. Franchement... Ah ouais, ok. En fait, je trouve qu'il faut se retrouver dans un joueur, entre guillemets. Et franchement, lui, quand je vois son explosivité, ses crochets, techniques, bah franchement... T'es meilleur devant le goal que lui, je pense. En plus, il a fort grandi ces dernières années, vraiment. C'est un crack. Ouais, c'est vrai, Charlotte, je pense, est meilleure à la finition que Jérémy Doku, qui marque pas un but, qui fait pas une passe D. C'est pas son objectif premier de marquer, son premier rôle, même si. Il dit, quand tu joues ailier, quand même qu'il en marque un peu plus. Quand tu joues ailier, à un moment, il faut faire des passes et marquer des buts. Ok, ben voilà, le temps additionnel arrive donc puisque le temps réglementaire est écoulé, comme on dit dans le jargon. Petit jingle et on conclut ce pied carré numéro 9. Allez, le temps additionnel avec une triste nouvelle qu'on a appris il y a quelques jours, le décès, la disparition d'Alain Fally, qui était le président emblématique du club de Trivière de foot, donc qui s'est éteint, qui avait fait vraiment les présidents comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Tu es d'accord avec ça, Adri? Alors moi, je le connaissais pas personnellement. Maintenant, ta remarque, elle est complètement vraie. Je pense vraiment, on a joué dans certains clubs, surtout dans le foot amateur, tu as des personnages comme ça qui marque un club que tout le monde connaît, du petit U6 au vétéran, et qui représente un peu l'âme d'un club.
C'est un mec auquel on pense directement quand on pense au club, et je pense que oui, il représentait vraiment ça à Trivière. Et tu l'as dit, un peu en voie de disparition malheureusement, ce genre de personnage qui s'implique à ce point, qui aime à ce point le club, qui font tout même, enfin, j'allais dire bénévolement, non, qui payent sans doute eux-mêmes par passion pour le club. Ça se perd un peu, et je pense que c'est un grand monsieur à ce niveau-là, et de toute façon on l'a entendu dans les hommages à quel point il avait marqué Trivière. J'ai employé l'expression parce qu'il avait le club dans le sang, quoi. Et donc ce genre de président, ça disparaît, mais bon, c'est l'évolution de... Et je pense encore que ça existe encore dans les plus petits clubs, dans les clubs de village. Je sais pas, Charlotte, sans doute tu parlais de ton club où tu as commencé. Il y a aussi des personnages comme ça que tout le monde connaît et qui représentent vraiment l'âme du club. Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est surtout, comme on dit, dans les clubs amateurs que ça se trouve, quoi. Dans les clubs plus professionnels, je pense pas que ça doit encore se trouver, mais plus difficilement, je pense. Charlotte, merci d'avoir été là. Ça s'est bien passé. Super, incroyable. Pas trop intimidé par le manque de cheveux du plateau. Dans ce monde de brut. Oui, t'avais des cheveux pour 4. Heureusement pour le côté des cheveux que t'étais là. Partage. D'ailleurs, à ce propos, le jour où tu les coupes, tu peux me les envoyer. J'en ferai quelque chose. Pas de soucis, je ferai ça. Ça tirait bien la queue de cheval, quand même. Ça tirait bien. Ouais, vraiment. J'ai eu les longs cheveux il y a longtemps. Bonne continuation. J'espère que tout va bien se passer. Bon, normalement, il y aura la fiesta en bout de saison. On l'espère. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Juste de la réussite pour tous les matchs, mais non seulement à moi, mais avant toute chose à toute l'équipe et surtout au club de la RAL, parce qu'encore une fois, je tiens à le souligner, c'est vraiment un club qui est incroyable. Et vraiment, je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie que j'ai eues, niveau football, de rejoindre ce club. Donc voilà, que du positif. Début en fin de saison au moins. Et moins de suspension. Moins de suspension et des buts, mais après, je suis quelqu'un, faut pas trop dire que je vais marquer, parce que sinon, je marquerai pas. Superstition. Alors on ne dit rien. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir joué le jeu. Les garçons, on se retrouve bientôt, à savoir dans 15... j'espère aussi, dans 15 jours, le 9 février, pour un nouveau Pied Carré que vous pouvez retrouver via notre site, évidemment, et sur YouTube, onglet podcast. Merci à vous, merci à tous. À ciao, à bientôt. À plus.